Salut, bienvenue dans cette vidéo. Donc, cette fois-ci, je vais te parler des supports et résistances. Donc, on va voir comment on peut utiliser les supports et résistances en analyse technique. Donc, on va voir ça dans cette vidéo. Donc, pour ça, je vais m'aider du graphique du DAX, donc que tu vois à l'écran. Donc, le DAX, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est tout simplement l'indice allemand, donc c'est l'équivalent du CAC 40 allemand. Donc, je vais m'aider de ce graphique pour te montrer un peu les supports et les résistances. Mais avant ça, je vais d'abord t'expliquer ce que c'est que les supports et résistances, si tu sais pas ce que c'est. Donc, les supports et les résistances, ça va être des zones qu'on va définir sur le prix qui vont nous permettre de définir des zones critiques, c'est ça. Donc, ces zones, on va les définir directement à partir des niveaux historiques du prix. Donc, on va utiliser l'historique du prix donc, que les cours ont déjà réalisé pour pouvoir définir des niveaux de support et de résistance. Donc, ça va être des niveaux critiques qu'on va chercher à plus observer et observer la réaction du prix lorsqu'il va passer sur ces niveaux qui seront intéressants. Faut savoir que les supports et résistances, c'est valable sur n'importe quel graphique boursier et sur n'importe quel type de marché. À partir du moment où on a un graphique boursier, on peut identifier des supports et résistances. Là, en l'occurrence, j'ai utilisé un graphique en chandelier japonais, mais on peut aussi utiliser des supports et résistances sur des graphiques en ligne ou des graphiques en barre. C'est aussi valable. Et là, encore une fois, je suis sur un indice, mais on peut utiliser les supports et résistances sur le Forex et sur les actions, enfin sur n'importe quel type de graphique et n'importe quel marché. Voilà. Les supports et résistances, c'est un outil chartiste de l'analyse technique, donc c'est quelque chose qu'on va venir placer directement sur le graphique du prix. Donc, quand je dis ça, en fait, je veux tout simplement dire que c'est pas un indicateur technique, donc on va chercher à encadrer le prix. Donc, pour tracer des supports et des résistances, il y a plusieurs techniques et il y a plusieurs endroits du prix sur lesquels on peut tracer des supports et résistances. Donc, le premier endroit qui va être intéressant, on peut tracer des supports et résistances, ça va être sur les plus hauts et les plus bas. Donc, là, en l'occurrence, sur le graphique sur lequel je suis, on va chercher à tracer des plus hauts, donc des résistances sur les plus hauts et des supports sur les plus bas. Donc, en l'occurrence, ici, par exemple, on voit qu'on a un pic au niveau du prix, juste ici. Donc, on va venir pouvoir placer une résistance sur cette zone-là. Et qu'est-ce qu'on voit après, d'ailleurs? Si on vient placer une résistance sur cette zone-là, donc si on vient placer une résistance sur cette zone-là, qu'est-ce qu'on peut voir après? Eh ben, on peut voir que le prix a retenu ce niveau-là. Donc, c'était bien un plus haut qui a été retenu par les gens qui ont, donc les investisseurs en fait, donc les gens qui lisent le marché régulièrement. Et on voit qu'on est revenu retoucher ce niveau-là, qu'ensuite on est redescendu et qu'ensuite on a cassé ce niveau-là. Donc ici, c'est un plus haut intéressant, c'est une vraie résistance qu'on est venu retoucher, puis ensuite qui s'est fait casser. Voilà, donc après, des plus hauts, on peut en identifier d'autres. Donc on peut en avoir un sur cette zone-là. Alors ici, on pourrait identifier presque deux plus hauts, mais moi je préférerais plutôt identifier une zone, c'est-à-dire qu'on a un plus haut ici et un plus haut ici. Donc on va pouvoir peut-être le placer par ici, puisque ça correspond légèrement à la même zone, hein, sur l'échelle de temps sur laquelle on est, ça va être à peu près la même zone, puisque il faut toujours se rappeler que un support et une résistance, souvent on les définit par des traits, mais en général c'est surtout des zones, hein, puisque là, ici le plus haut, si on va exactement en précision, ce sera peut-être pas exactement le même plus haut que ici, mais globalement sur l'échelle de temps sur laquelle on va considérer que c'est à peu près la même chose. C'est pour ça qu'il y a des gens qui dessinent les supports résistances avec des rectangles. Ça m'arrive aussi de le faire quand j'estime que c'est des supports et des résistances qui sont assez larges, donc qui sont réellement des vraies zones. En l'occurrence, la plupart du temps, je dessine surtout ça avec des traits puisque ça suffit. Voilà, sur l'échelle de temps sur laquelle je suis, en général, le trait suffit. Donc là, je peux aussi dessiner un trait juste ici. Et ce qu'on peut voir après, c'est que on est retourné sur cette zone-là. Donc dans ces cas-là, on n'a pas forcément ignoré cette zone de support, enfin de résistance, mais on l'a entre guillemets sauté. C'est-à-dire que on voit qu'il y a un gap dans le prix, donc il y a un creux.
donc un trou de cotation, et on est passé directement au-dessus de cette résistance. Donc là, il devait y avoir des raisons pour lesquelles on est monté au-dessus de cette résistance, donc elle a été cassée, et ensuite, on l'a utilisée comme support. Voilà. Donc ça, c'est la méthode des plus hauts. Donc on peut aussi identifier un plus haut ici. Voilà. Donc celui-là, il n'a pas encore été cassé, puisque pour l'instant, on est au niveau d'ici, sur le DAX. Ça marche aussi sur les supports, bien sûr. Donc sur les supports, on peut en identifier un ici, sur ce plus bas. Donc encore une fois, ici, ça va être une zone. Donc on a un plus bas ici et un plus bas ici sur la mèche. Donc on peut le mettre, moi je le mettrai sur la mèche, ici, puisque ce sera à peu près la même zone par rapport à ici, puisque ici on le retouche une fois, ici on l'utilise comme résistance. Donc en fait, un support ou une résistance, une fois qu'il est cassé, il fait office de l'inverse. Voilà, c'est-à-dire que ici, ça va être une résistance, puisqu'on va être ici, on va taper sur la résistance, ensuite on va la franchir, et ensuite on va l'utiliser comme support. Donc comme on l'a fait ici sur ce rebond, bon ensuite en l'occurrence on l'a retapé, donc c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais par exemple ici cet exemple sera meilleur puisqu'on l'a cassé, et ensuite on l'a vraiment utilisé comme support. Voilà. Donc un support et une résistance c'est interchangeable, donc ici on s'appuie sur les plus bas et sur les plus hauts pour tracer ce niveau-là. Et on voit que c'est valable dans le temps puisque même jusqu'ici on l'utilise. Donc voilà, le tracé à partir des plus hauts et des plus bas. Les niveaux de résistance et de support font office de rebond, comme on l'a vu. Donc le prix va venir rebondir dessus, ou alors les franchir. Mais il y a une autre méthode pour tracer les supports et résistances. Ça va être de les tracer à partir des niveaux psychologiques. Alors moi, ce que je conseille, c'est de les tracer directement à partir des niveaux de rebond, donc des plus hauts, des plus bas, donc les endroits sur lesquels le prix a rebondi, en tenant compte des niveaux psychologiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un niveau psychologique? Un niveau psychologique, ça va être tout simplement un niveau clé que les investisseurs auront retenu, tout simplement de par le nombre de ce niveau. Donc ici, un niveau clé, ça va être par exemple 11 000. Par exemple, 11 000, ici, ça va être un niveau clé. 11 200, 11 400, 11 600. Ça va être plutôt les chiffres ronds en général. Donc, par exemple, 11 000, ça va être un niveau clé. Bon, ça, c'est vraiment un comportement très humain de privilégier les chiffres, entre guillemets, les chiffres ronds. Mais ça s'utilise aussi en bourse. Est-ce qu'il y aurait des exemples sur ce graphique? Oui, peut-être ici, par exemple. Ici, on a utilisé la résistance des 10 800. Donc, c'est aussi un niveau psychologique. C'est une résistance sur laquelle le prix a rebondi plusieurs fois. Et c'est aussi un niveau psychologique puisque c'est 10 800, donc c'est un chiffre assez rond. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Ici, on a 10 200, ici. On l'a utilisé comme support, donc cette zone a fait office de support à 10 200. Pareil, c'est aussi un niveau psychologique. Donc, on va pas définir directement des niveaux psychologiques quand il y a un historique de prix. On va d'abord utiliser les rebonds. Mais par exemple, si on avait été complètement haussier et que du coup, dans les zones dans lesquelles on travaillait avec le prix, on n'a aucun historique. Ça arrive des fois. Quand on enchaîne record sur certains indices, on n'a aucun historique à ces niveaux de prix. Donc du coup, ce qu'on peut faire, c'est utiliser les niveaux psychologiques. Dans ces cas-là, si par exemple, on remonte sur le DAX jusqu'au, par exemple, admettons, soyons fous, admettons qu'on remonte jusqu'au 15 000, et ben 15 000, ce sera un niveau psychologique. Voilà. Mais même peut-être plus bas, admettons, voilà, 14 000, 13 800. Non, voilà, donc c'est typiquement des niveaux qu'on n'a jamais atteints. Donc ici, par exemple, 14 000 fera office d'un niveau psychologique. Et 15 000, pareil. Voilà, donc je vais repasser en D1, j'étais en D1. Voilà, donc on va tracer à partir des niveaux de rebond, des plus hauts, des plus bas, et en utilisant des niveaux psychologiques, surtout sur les zones que le prix n'a jamais travaillé. Voilà. Il y a aussi un petit point que je voulais voir, c'était là pour l'instant, depuis le début, j'ai tracé des niveaux de support et de résistance qui sont horizontaux. Mais faut savoir qu'on peut aussi tracer des niveaux de support et résistance qui vont être obliques.
Donc, il y a des personnes qui n'aiment pas ça. Moi, personnellement, j'utilise. Ça fait office de droite de tendance. C'est à partir de ça qu'on peut identifier des figures chartistes. Donc, je vais essayer de trouver quelques endroits où on pourrait tracer des niveaux de support et résistance obliques. Par exemple, donc là, on est toujours sur le DAX. Je suis remonté un peu pour trouver un exemple qui correspondrait bien. Donc ici, par exemple, on pourrait avoir une résistance oblique qui ferait office un peu de canal. Donc si je dessine ça comme ça, on aurait ici un support oblique de cette manière. Voilà, donc ici on aurait un support oblique de cette manière. Donc en fait ce serait une droite de tendance, mais une droite de tendance c'est par définition un support oblique. Donc ici on aurait un support, mais qui serait pas dessiné horizontalement, mais qui serait dessiné de manière oblique. Voilà, la résistance est pas super bien dessinée puisque on a 2 points, dans ces cas-là il faudrait la dessiner un peu plus basse comme ça. Peut-être en utilisant plusieurs points de cette manière. Voilà, ouais, moi je la dessinerais de ce type-là. Voilà, donc ici on aura un canal avec un support oblique et une résistance oblique. Donc on peut aussi les dessiner en oblique, pas forcément en horizontal. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir combiner les deux. C'est-à-dire qu'ici, on est donc dans une tendance haussière qui est comprise entre cette résistance oblique et ce support oblique, mais on peut aussi venir ajouter des supports et résistances horizontaux. Parce que ici, on peut en avoir un, puisqu'on a un plus bas, ici on a un plus haut, et on vient les toucher par là-bas aussi. Donc du coup, on pourrait très bien en ajouter un ici comme ça, et ensuite, et ainsi de suite. Et du coup, on aura un graphique qui va se compléter au fur et à mesure, et on arrive à encadrer le prix de manière beaucoup plus claire. Donc ça va être très intéressant si tu veux utiliser les supports et résistances. Surtout ne pas oublier qu'on peut aussi les tracer en oblique. Et il faut toujours chercher à encadrer au maximum le prix. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe au niveau du trading quand on arrive près des supports et résistances? Donc comme on l'a vu, ou alors le prix rebondit près du support ou près de la résistance. Dans ces cas-là, il peut y avoir ou une accélération ou alors un retournement de tendance. On peut aussi casser la résistance ou le support, donc que ce soit oblique ou horizontal. Et lorsqu'on casse un support ou une résistance, par exemple si on casse un support donc à la baisse, le support deviendra une résistance. Et ce qu'on peut avoir après une cassure d'un support ou d'une résistance, ça va être un pullback. Donc c'est-à-dire qu'on va venir retester le support ou la résistance, mais dans l'autre sens duquel on a cassé le support ou la résistance. Donc je vais essayer de trouver un exemple là-dessus. Voilà, typiquement ici, on a une résistance qui a été touchée plusieurs fois, ici et ici, qui correspond à peu près à la même zone. Et historiquement, si on remonte un peu plus loin, à mon avis, c'est un niveau qui va être intéressant. Ici, on a cassé cette résistance, donc on l'a cassée à la hausse, et ensuite on est venu faire un pullback, donc c'est-à-dire qu'on est revenu tester ce niveau-là, mais dans l'autre sens. Et on voit que ce niveau-là, une fois qu'il a été cassé, il fait office de support. Donc maintenant, ça devient un support vu que le prix est au-dessus. Et le pullback, c'est cette manière qu'une fois qu'on a cassé un niveau clé, on va venir le retester dans l'autre sens. Voilà. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'après une cassure, en général, il y a une accélération du prix. Donc, comme on voit ici, à partir d'ici, l'accélération a démarré relativement tôt par rapport à la cassure, mais on voit qu'il y a des trous de cotation, donc ça veut dire qu'il y a une accélération de prix, et les bougies, on voit surtout cette bougie-là est relativement grande par rapport aux autres, donc il y a vraiment une accélération du prix ici, ici des trous de cotation, encore des trous de cotation. Donc à chaque cassure de support ou de résistance, en général, on a une accélération du prix et un pullback pour venir retester le niveau qu'on a cassé. Voilà. Donc j'espère que je t'aurai aidé un peu à y voir plus clair au niveau des supports et des résistances. Moi je te dis à la prochaine et peut-être dans une autre vidéo. Salut.